Et yo, on est live sur le K-Sui Show. Aujourd'hui, on a un guest spécial, un guest qui est là de retour d'ailleurs. De retour, ouais. Mon pote, mon collègue Léo Stoussi. Comment tu vas, mon gars? Au top, et toi? Super, ça va. Merci d'être de retour sur le Avec podcast. grand plaisir, ça m'a fait plaisir de revenir. Yes, bah, grave. Ouais. Et en plus, je tiens à dire que les auditeurs ont adoré le premier épisode qu'on a fait Tant ensemble mieux alors. sur la science du bodybuilding. Donc, c'était vraiment bien. Bon retour sur YouTube, bon retour sur le Apple Podcast. Donc, voilà, je tenais absolument à t'avoir sur le podcast. C'est En cool. plus, on a eu l'occasion d'échanger. On a abordé plein de sujets la dernière fois, mais que en surface. Donc, je me suis dit pourquoi pas casser un peu tout ça et essayer d'approfondir un petit peu, vu que on a l'occasion de le faire, on le fait en privé, et puis il faut partager tout ça avec les auditeurs. Mais avant tout, dis-moi comment ça se passe en ce moment. On est en situation un peu particulière. Moi, plutôt bien. Franchement, j'ai de la chance d'avoir une clientèle qui est fidèle depuis un moment. Donc, du coup, j'ai pas trop ramé au retour à l'ouverture des salles. Et puis, j'ai toujours ces suivis un petit peu à distance au niveau alimentaire. Donc, ça m'a permis quand même de pas être trop en galère sur la reprise. Ok. Ouais. Donc, ça se passe franchement plutôt serein. Même une assez bonne période pour moi. Ok, ouais, c'est marrant. Ouais, T'as vu comme quoi ouais. c'est pour certains. Ben, moi, c'était Ouais. pareil aussi parce que le changement, la transition s'est fait plutôt bien. Et heureusement d'ailleurs, hein, Ouais. on se plaint pas. Hein, mais, et la salle est beaucoup plus vide, tu m'as dit, Bah, c'est c'est ce que clair. t'as dit. Bah oui, moi c'est du pain béni pour moi. C'est du pain béni. Bah pour ouais, toi, ouais. T'as une Des salle espaces. presque réservée pour toi, tu peux faire les machines que tu veux, dans l'ordre que tu veux, c'est ouais. Ouais. Ça c'est clair. Ouais, ça, c'est le truc dans les salles commerciales un peu, tu dois Ouais. attendre parfois. Ouais. Et Ouais, puis le côté vide plaît au client, franchement. ouais, bah, c'est Le plus client, personnalisé. il se sent bien, surtout t'as souvent des gens qui viennent, qui sont pas forcément à l'aise avec leur corps. Ouais. Et le fait de pouvoir travailler dans une salle qui est relativement vide ou beaucoup moins remplie que d'habitude, c'est plutôt agréable pour eux. Ouais. Ouais, c'est clair, non, c'est cette approche plus personnalisée sur tous les aspects, c'est ça qui rend le truc bien. Et, c'est vrai qu'on a sauté directement à une étape en disant que tout le monde, en pensant que tout le monde te connaît. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais t'introduire, parler un peu de ton parcours académique qui est très intéressant aussi, donc si tu pourrais nous faire une petite introduction. Alors moi j'ai démarré en fait sur un master à l'université en biochimie. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que j'ai passé à étudier la biochimie que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais que je ne pouvais pas en faire mon métier à proprement dit, c'est-à-dire que travailler en laboratoire, faire de la recherche, c'était pas quelque chose qui ça m'intéressait, mais c'était pas quelque chose qui me faisait suffisamment vibrer pour pouvoir le faire vraiment sur le long terme et au quotidien. Donc ensuite, j'ai eu une petite remise en question. Je suis parti sur un deuxième master en mathématiques qui n'était pas du tout mon truc. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Au bout de 2 semaines, j'ai abandonné alors que moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller jusqu'au bout, malgré le fait que ce soit quelque chose qui me plaise pas. Mais là, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et puis après, j'ai décidé je me suis toujours dit, ouais, le côté alimentation, il est très biochimique en fait. Tout ce qu'on a au terme de réactions avec les aliments, c'est des réactions biochimiques dans le corps. Le métabolisme du sucre, c'est une réaction biochimique. Donc en fait, mes études m'ont permis en fait de me spécialiser, de devenir un petit peu plus expert en termes de nutrition. Et Voilà. du coup, ce que tu as appris, toutes ces bases théoriques que tu as appris, Ouais. ça t'a permis de mieux assimiler Exactement. le fonctionnement Ouais. du corps, et tu peux ensuite mieux Ouais. l'appliquer dans ta Ouais. science à toi qui est celle Exactement, le comprendre et l'assimiler. Ouais. Et puis par la suite, là, j'ai fini l'année passée. Je crois que quand on a fait le podcast, j'avais pas encore fait l'examen. J'ai fait mon examen de micronutrition Ouais. que j'ai réussi. Félicitations. Merci. Félicitations, mon gars. Donc voilà, donc Ok. micronutritionniste à la Société Suisse de Micronutrition. Voilà, donc Voilà. on parle de gens sérieux ici pour les auditeurs du KSU Show. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce qu'est la micronutrition du coup? Micronutrition, c'est vraiment s'intéresser aux composants des aliments. C'est-à-dire, on a les macronutriments qui sont les protéines, les lipides, les glucides, et les micronutriments, c'est tous les minéraux, toutes les vitamines. Donc en fait, on va chercher à privilégier certaines vitamines, certaines choses en fonction des carences de la personne. On va chercher un petit peu plus loin. On ne voit pas le truc uniquement en termes de calories. Bien On sûr. voit aussi en termes de quantité de vitamines. Donc ça donne quelque chose de plus fin. Ça permet de pointer du doigt certaines carences, certaines choses à améliorer. Et puis on va faire des choix un peu plus judicieux en termes d'aliments. C'est-à-dire qu'on va orienter un peu les choix. Ok. Et tu bases tes choix sur des tests sanguins ou Non, alors on peut faire, ouais, je peux demander des tests sanguins.
où tout simplement on peut traquer une petite semaine, une semaine type sur chronomètre, et ça nous permet simplement de mettre vraiment en évidence les vitamines qui sont en manque. Voilà, exactement. Assez facilement en plus. On a vraiment sur l'application, on voit vraiment les taux, le pourcentage. Après, c'est par rapport aux recommandations qui sont faites. Maintenant, c'est pas quelque chose d'infaillible. C'est-à-dire qu'on a pris un chiffre, on dit ça c'est le 100%, et puis on fait en fonction de ça. Est-ce que le 100% il est vraiment valable ou pas sur certaines vitamines? Je pense qu'on peut remettre en question. Exactement. Mais globalement, ça permet quand même de pointer du doigt les carences. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec nos clients. On essaie de donner le maximum en tout cas. Et c'est vrai que les macronutriments, c'est la surface, mais il y a toujours des choses qui pour aller plus en profondeur, donc ça c'est sûr. Et c'est là où on s'attarde sur les facteurs santé justement. En parlant justement de ces macronutriments, d'accord, qui sont les protéines, les glucides et les lipides, la dernière fois on s'est attardé principalement sur un sujet, c'est pourquoi je voulais qu'on fasse ce podcast aujourd'hui, c'était les glucides, donc en d'autres termes les sucres. Et j'aurais voulu approfondir un petit peu ce sujet-là avec toi, parce que on a peut-être des idées divergentes sur la nutrition, mais sur ce point de vue-là, je pense qu'on est assez d'accord. Et j'aurais aimé que les auditeurs de KC Show aient ton avis là-dessus également. Donc c'est un sujet qu'on a abordé la dernière fois. Est-ce que déjà tu pourrais nous donner une définition très vaste, j'imagine, parce qu'on n'est pas tous des pros experts en biochimie, mais pour les gens qui ne connaissent pas les glucides, qu'est-ce que c'est la famille des glucides? La famille des glucides, c'est la principale source d'énergie que le corps il a. C'est l'énergie, on va dire, préférentielle du corps. C'est une énergie qui est très, on va dire, très facile à obtenir. C'est-à-dire que la combustion, les glucides qu'on va manger sont facilement transformés en énergie. C'est une énergie qui permet d'être en général en très bonne santé. Et aujourd'hui, en fait, on a cette vision. C'est une mauvaise interprétation pour ma part, pour ce que je pense, de diaboliser ces glucides en fait, on leur attribue tous les maux. Et en fait, on se rend compte que actuellement, tout ce qui se passe en termes de consommation, c'est plutôt une consommation qui est orientée vers les graisses. Malgré le fait qu'on favorise les graisses au détriment des glucides, on voit qu'en fait, toutes les maladies actuelles, les maladies métaboliques, etc., elles ne diminuent pas pour autant. Et donc en fait on peut se rendre compte que peut-être le sucre n'est vraiment pas le problème. C'est plutôt ce qui va créer en fait un gros problème. Aujourd'hui on diabolise le sucre à cause de ça, c'est qu'on n'est plus capable de l'utiliser. C'est-à-dire que ce qu'on va consommer comme sucre va rester assez élevé dans le sang, et on ne va pas être capable de l'utiliser parce qu'en fait on s'habitue tellement à manger des graisses que le corps finalement il se contente de cette énergie. Il perd cette capacité d'utiliser le reste. Et je tiens à dire, en petite parenthèse, que les sucres sont diabolisés aujourd'hui, mais auparavant les graisses étaient diabolisées. Aussi, d'accord, c'est ce que. En fait, le problème, cherche un coupable toujours à pointer du doigt. Voilà, on veut tout le temps pointer quelque chose du doigt et on dit que voilà, c'est la faute des graisses, c'est la faute des sucres, etc., etc. Donc il y a plusieurs facteurs qu'on mentionne, ou maladies, ou comment je pourrais mettre ça, des maladies, voilà, l'obésité, le diabète, qui sont où on blâme justement les sucres. Donc ça aurait été intéressant d'élaborer sur tout ça, mais avant de venir sur tout ça, j'aurais voulu préciser quelques petits points pour l'audience. Les sucres qu'on appelle également les saccharides, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs types de saccharides, donc en fonction de leur structure moléculaire, c'est bien ça. Tout à fait. Une phrase qui revient souvent, c'est de dire, ok, on a soit le camp qui est très radical, qui dit les sucres, c'est pas bien. Il y en a qui disent, ok, les sucres, mais pas les sucres simples. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus? Parce que ma compréhension de la chose, c'est que la structure moléculaire est différente, mais quand elle est assimilée, au final, c'est la même. C'est la même. On en revient à la même. Voilà. Ce qui va différer, en fait, c'est la vitesse de digestion, la vitesse d'assimilation entre ces différents sucres. Et c'est en fait ce qu'on va obtenir comme augmentation de glycémie. Certains sucres vont avoir tendance à moins augmenter la glycémie, d'autres moins rapidement, d'autres plus rapidement. Et en fait, c'est ça qui va diverger entre les différents types de sucres. Mais au final, quand on se met à digérer un sucre, on le décompose des polysaccharides et on le décompose en disaccharides. Et finalement, on obtient toujours quelque chose de semblable.
Exactement. Voilà. Il y a aussi une petite anecdote. Aujourd'hui, on diabolise énormément le sucre de table, le sucre blanc. Justement, le sucre raffiné. Voilà. Le sucre raffiné. Finalement, le sucre raffiné, c'est quoi? C'est du glucose et du fructose. C'est exactement la même composition qu'un fruit. Exactement. C'est vraiment 100% semblable à un sucre de fruit. Exactement. Et c'est là où on voit que comme les mots, ils peuvent être forts, parce que c'est un message aujourd'hui que 80% de la population a emmagasiné et va le considérer comme vrai. Exactement. Moi, si je suis avec un client, je bois un café à la réception tranquillement, je mets un sucre dans mon café, il va me dire, mais... Tu prends du sucre? Ouais, tu prends du sucre, mais c'est pas bon. Exact. Tu vas avoir du diabète, c'est pas bon, c'est inflammatoire, tu vas avoir des tendinites. Exact. Et en fait, il y a cette mauvaise interprétation complète. Ok. Est-ce que tu pourrais élaborer pourquoi c'est une mauvaise interprétation? Dans le sens où je pense qu'en fait, aujourd'hui, on considère que le sucre est le responsable de tous les maux. C'est simplement que les gens n'ont pas une bonne vision de qu'est-ce qu'est le sucre exactement. C'est-à-dire que quand on va consommer des produits de type pâtisserie, etc., on va les définir comme sucrés. Alors, certes, ce sont des aliments qui sont sucrés, mais ils sont avant tout gras. Exactement. Et en fait, on se rend compte que souvent, les sucres sont associés avec du gras. Et c'est là où le problème il survient, c'est que c'est quelque chose de très calorique. Exactement. C'est le point que je mentionne souvent. J'ai fait un podcast justement axé que sur les sucres. Et en fait, tous les trucs qu'on blâme sur le sucre, toutes les pâtisseries, cette nourriture industrielle, au final, il y a plus de gras que de sucre. Ouais. Et ce qui crée le problème, au final, c'est cette combinaison qui rend des aliments très caloriques et faciles à consommer. Donc, en soi, les aliments ne sont pas mauvais. En soi, le sucre de table n'est pas mauvais. Ce qui serait éventuellement mauvais serait une surconsommation calorique. Exactement. Alors, le problème, c'est que vraiment, on pointe du doigt le mauvais truc. Au lieu de pointer du doigt la surconsommation calorique qui est due quelque part à cette combinaison de sucre, de gras et de sel parfois, on veut pointer du doigt un truc. Un élément, bien sûr. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus marquant comme message. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens justement qui diabolisent le sucre de table? Ils disent pas de sucre de table, mais le sucre de canne, par exemple, ou le sucre. Il y a pas de différence. Il y a vraiment pas de différence. C'est juste qu'on a aujourd'hui cette image du raffiné. Le raffiné égale industriel. Ok, mais ça veut pas dire que le côté industriel est forcément mauvais. Il y a beaucoup de choses dans l'industrie qui sont mauvaises, ça c'est sûr. Ça je vais pas le nier. Mais c'est pas parce qu'on raffine quelque chose, c'est exactement le même principe pour la farine. Un exemple tout bête, la farine complète aujourd'hui. C'est vu comme la meilleure farine qui puisse exister parce que l'index glycémique il est bas et parce qu'elle n'est pas raffinée. C'est-à-dire qu'on voit le truc comme plus naturel. On va même en fait venir à soutenir en fait ce côté bénéfique en disant voilà, la farine complète elle contient plus de nutriments, elle a plus de vitamines, etc. Et finalement, est-ce que ces vitamines supplémentaires qu'on a, ces nutriments supplémentaires qu'on a dans la farine complète, est-ce que finalement c'est bien digéré? Est-ce que c'est assimilé? Est-ce que le corps en bénéficie vraiment vis-à-vis d'une farine blanche? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement mal interprété aujourd'hui. Exactement. Et pour rebondir justement sur cet indice glycémique, parce que c'est les trucs que tous les soi-disant experts utilisent et que j'explique également à mes clients, l'indice glycémique où on diabolise les aliments qui ont un indice glycémique élevé. Et je donnais l'exemple la dernière fois à un client moi en montrant qu'une glace, d'accord, qui est industrielle, qui avait un indice glycémique plus bas que des pommes de terre. Et là, il a halluciné. Il me dit bon, maintenant, selon ta définition à toi, choisis qu'est-ce qui est le plus basé sur ton critère à toi, qui est donné par ces soi-disant experts. Alors, est-ce que l'indice glycémique est une bonne indication pour savoir si un aliment est, entre guillemets, sain ou pas? Non, pas du tout. Voilà. Alors, premièrement, un index glycémique, il est mesuré sur un aliment qui est isolé. C'est-à-dire qu'il n'est pas, si on mange quelque chose avec, l'index glycémique n'aura plus rien à voir avec le chiffre qu'on lit sur l'étiquetage. Deuxième chose, un index glycémique, il va pas créer, en fait, un index glycémique ne va pas créer une moins bonne perte de graisse ou une accumulation de graisse dans le corps.
il va simplement être digéré plus vite, créer un pic d'insuline, mais le pic d'insuline ne crée pas de la graisse, c'est l'excès de calories qui crée de la graisse. Un pic d'insuline localisé ne va pas te faire... Notez tout ça. C'est clair. Je l'ai répété 1000 fois, mais notez encore. Un index glycémique élevé, un pic d'insuline ne va pas te faire stocker instantanément du gras. Ok, parfait. Voilà. On tombe sur un sujet parfait. Le modèle de l'obésité basé sur l'insuline. 1, 2, 3, go. Ok, c'est un sujet important, ok? Parce que, encore une fois, ce que j'explique, en fait, le problème dans le sport, dans la nutrition en général, c'est que on essaie de voir, et ce que j'estime être un problème aussi pour ces personnes qui voient les choses à travers leur angle de spécialiste. C'est qu'en fait, tu zoomes sur quelque chose, mais tu vois pas l'ensemble. Tu vois plus rien, ouais. Et c'est où tu rates l'essentiel. Alors, est-ce que... On va faire un petit résumé pour les gens qui ne connaissent pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est l'insuline et son rôle dans le corps dans un premier temps? Alors l'insuline elle est produite en fait quand la glycémie, donc le sucre dans le sang, s'élève. C'est en fait simplement pour assimiler le sucre, pour utiliser le sucre qu'on a à disposition dans le sang. Le diabète en fait est une maladie qui découle en fait d'une résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'on a un sucre dans le sang qui est élevé trop régulièrement et trop longtemps de façon persistante. Et notre corps va produire un peu trop d'insuline. Du coup, nos cellules vont simplement se désensibiliser à l'insuline. Quand une cellule reçoit trop souvent le même message, c'est exactement la même chose pour le système nerveux. On va dire le corps ajuste le message en abaissant la sensibilité. Donc les cellules deviennent résistantes à l'insuline, elles ne peuvent plus absorber le sucre. Voilà. Le sucre reste élevé dans le sang de façon persistante et constante. Ok. Et du coup, l'idée, enfin le principe, le modèle de l'obésité qui est basé sur l'insuline par les experts est le suivant. Ils disent que lorsque l'insuline est élevée, l'oxydation des gras s'arrête, ce qui est le cas. Par conséquent, vu qu'on n'est plus en train de brûler du gras, des graisses, eh bien on le stocke. On le stocke, ouais. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que c'est faux, parce que le métabolisme, au final, il vient régler tout ça à un moment ou un autre. Tout à fait, ouais. Et ce qui va déterminer notre prise de gras ou pas, eh bien c'est si la balance énergétique est positive. Ouais, exactement. Voilà. Si on est en excès de calories. Si on a un excès de calories. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, l'insuline, le pic d'insuline redescend, le corps va régler tout ça, et va savoir utiliser les bons instruments, les bonnes sources au bon moment. C'est bien ça. Ouais. Ok. Alors, le modèle de l'insuline le modèle de l'obésité basé sur l'insuline, il est faux. On est d'accord? Totalement faux. Complètement faux. Totalement faux. Ok. Ça fait quoi? 17 minutes, on a déjà démonté combien de mythes là? Attention les gars, on arrive. Ok. Donc, on a parlé du taux, l'indice glycémique, le sucre de table qui n'est pas mauvais. On a abordé le sujet du diabète. On a 2 types de diabète. Est-ce que tu nous as présenté un type de diabète? Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus sur... Alors, il y a le diabète de type 2, qui est le diabète le plus fréquent. C'est un diabète qui est, on va dire, lié à la sédentarité, au manque d'activité physique, et à une mauvaise alimentation. C'est un diabète qui apparaît au cours de la vie. C'est le diabète où, comme on l'a dit précédemment, c'est une résistance à l'insuline. Il y a un autre type de diabète qui est le diabète de type 1, où là, c'est le pancréas qui ne produit plus en fait, d'insuline. Donc en fait, ça par contre, c'est pas quelque chose qui est curable. C'est un diabète insulinodépendant. Ouais, normalement, c'est génétique. Mais ça peut apparaître au cours de la vie. Ok, ça peut apparaître. D'accord. Donc du coup, le diabète de type 2, c'est quelque chose qu'on peut développer éventuellement. On peut le développer et on peut tout à fait revenir en arrière. Il y a, dans les années 60, il y a pas mal d'études qui montraient, en fait, qui testaient des alimentations anti-diabète, c'est-à-dire qu'on arrivait à soigner des diabètes. Aujourd'hui, un diabétique, on ne cherche plus à soigner son diabète, on cherche simplement à le maintenir. Je ne peux pas dire le maintenir dans son état de malade, mais on cherche simplement à lui administrer de l'insuline quand il en a besoin. Point. On va dire, ok, faites attention au sucre, faites un peu attention à ça, mais ça ne va pas aller plus loin. On ne va même pas chercher à se dire, tiens, on peut finalement peut-être essayer d'éradiquer ce diabète en ayant une alimentation intelligente, en faisant des choix judicieux. Et ces diètes, à l'époque, c'était dans les années, je crois, 60 à peu près, c'était des diètes qui étaient composées à 95% de glucides. Donc que 5% d'autres macronutriments. Donc en fait, ces personnes-là se nourrissaient essentiellement de fruits.
Et au bout de quelques semaines, quelques mois, leur diabète disparaissait. Alors qu'aujourd'hui, le diabète, on va dire quoi? On va dire, ok, le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang, il faut que tu arrêtes de manger du sucre. Il faut réduire ce sucre. Ok, le premier abord nous paraît logique, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, sucre élevé, comment baisser le sucre, limiter la consommation de sucre. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que notre sucre est élevé? Est-ce qu'on mange vraiment trop de sucre ou est-ce que c'est juste en fait le sucre dans le sang qui reste élevé et notre corps qui ne sait plus l'utiliser? Et c'est plutôt le deuxième choix. Exactement. Donc regardez un peu la cause du problème, exactement, au lieu d'utiliser la méthode sparadrap qui est utilisée. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, vraiment quasi ça. toutes les approches. Du coup, comment t'approcherais, toi qui es dans le monde de l'entraînement de résistance, du bodybuilding? On sait que l'entraînement de résistance, de force, et c'est la musculation, en d'autres termes, eh bien ça permet de nous rendre plus sensibles à l'insuline. Ouais. Alors, comment t'approcherais ce genre de client? Quelqu'un vient te voir, diabétique de type 2. Déjà, je regarderai s'il est traité ou pas. S'il est traité, on ne peut pas lui dire stop, arrête ton insuline d'un coup, on n'est pas non plus médecin. En fait, il faudrait petit à petit essayer de réguler sa glycémie, mais avec des choix alimentaires judicieux. Et en fait, le cycle de Rendel, c'est une compétition qui se passe à l'intérieur d'une cellule. C'est une compétition pour le choix de la filière énergétique. Une cellule, elle a le choix entre du sucre ou du gras. Et en fait, quand on vient à manger du sucre, l'utilisation du gras est inhibée, donc on favorise la consommation du sucre. Quand on vient par contre manger beaucoup de gras, la consommation de sucre est complètement inhibée. Et en fait, on se rend compte que c'est principalement ça la cause d'une glycémie élevée, c'est une surconsommation de gras. Le corps, en fait, a suffisamment de calories avec le gras, il va choisir cette énergie, il va plus être capable d'oxyder le sucre, plus être capable de l'utiliser comme source d'énergie. Et ça, pour moi, c'est une des principales causes du diabète. Effectivement. Et du coup, c'est super trendy justement en ce moment avec les diètes keto, les diètes cétogènes. On va aborder tout ça dans un instant. Il y a tout ce phénomène de justement devenir ce que les Américains appellent fat adapted. Donc en gros, c'est que tu t'adaptes au gras pour que tu puisses utiliser du gras au lieu d'utiliser du sucre. Je ne comprends pas le principe derrière non plus, puisqu'on vient de démontrer que en fait, la prise de gras dépend simplement de ta balance énergétique, de ta consommation énergétique. Donc, pourquoi on a créé tout ça selon toi? D'où ça vient cette première idée de se dire je dois favoriser mes cellules à consommer du gras? C'est vraiment à cause du message que le sucre est mauvais. On cherche petit à petit à éradiquer notre alimentation parce qu'il a un effet soi-disant inflammatoire, parce qu'il a un effet sur le diabète, etc. Et en fait, on cherche à mettre en place c'est-à-dire la consommation des gras comme source d'énergie préférentielle, alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que le gras, c'est plutôt une énergie qui est une énergie de survie. C'est plutôt un second choix pour le corps. Voilà. Le corps, s'il a le choix vraiment, si tu lui laisses le choix complètement, il va favoriser plutôt le sucre, parce que c'est plus facile pour lui de développer de créer de l'énergie à partir du sucre qu'à partir du gras. C'est moins coûteux. Et en fait, ce problème d'utilisation de gras va totalement bloquer le sucre. C'est-à-dire que le sucre va ne plus du tout être utilisé par cette cellule. Et en fait, aujourd'hui, on essaye de mettre en place tout ça parce que le message est que le sucre est mauvais. Mais en fait, étant donné que l'énergie de survie, c'est le gras, on produit en fait pas mal d'adrénaline, pas mal d'hormones de stress quand on se met à utiliser cette filière énergétique. Donc en fait, on fonctionne sur une filière énergétique qui marche, parce qu'elle marche quand même très bien, mais elle marche sur un système quand même de stress, de survie. C'est quelque chose où le corps n'est pas à l'aise. Voilà. Il n'aime pas rester sur cette filière énergétique. Et en fait, plus on va rester sur cette filière énergétique, plus on va devenir incapable d'utiliser le sucre. Et plus le sucre, en fait, deviendra dangereux parce qu'il deviendra inflammatoire, il deviendra dangereux pour le diabète, parce qu'on n'a plus la capacité de l'utiliser. Et en fait, ça vient vraiment valider ces mauvaises interprétations. C'est qu'en fait, l'axe que prend les diètes aujourd'hui confirme en fait la mauvaise interprétation qu'on a du sucre. Donc du coup, une personne qui déciderait de s'engager dans une diète où on enlève complètement le sucre et un jour elle décide de se faire plaisir,
En général, ce petit plaisir, ben, ça se transforme en Ouais, binge eating, où tu manges tout ce que tu peux manger. Et après, je me sens pas bien, je me sens gras, etc. Au final, c'est dû au fait que ton corps ne sait plus assimiler ce genre de nutriments, parce que ton corps perd la capacité à assimiler ce que exactement. tu ne lui as pas donné. Donc du coup, l'approche que toi, tu ferais par exemple avec quelqu'un comme ça serait d'introduire des sucres gentiment. Gentiment, petit ouais, coup, mais voilà. vraiment de façon assez douce, de surveiller sa consommation de gras et de petit à petit en fait inverser la vapeur, c'est-à-dire vraiment se dire bon ben voilà, aujourd'hui ton corps il n'est pas capable d'utiliser le sucre, je vais pas te donner des quantités de fruits astronomiques. Je vais plutôt avoir la logique de incorporer petit à petit, diminuer les sources de gras. Et petit à petit, en fait, le corps va être capable de réoxyder ce sucre. On peut très bien, en plus, mesurer ça par la température corporelle. Si on mesure en fait la température axillaire, donc la température sous le sel, on peut se rendre compte si le corps oxyde bien les sucres, s'il en a suffisamment également. C'est un très très bon indicateur. La température centrale, si on prend notre température au niveau du front, au niveau de l'oreille, on est toujours aux alentours de 36,5-37. C'est forcé que le corps maintienne la température du tronc à ces niveaux-là. Par contre, la température axillaire, qui est un petit peu plus à l'extérieur du corps, sous les selles, il faudrait qu'elle soit aussi aux alentours de ce 36,5-37 degrés. Et quelqu'un qui, en général, ne consomme pas de sucre, qui n'a pas la capacité d'utiliser le sucre, aura une température axillaire beaucoup plus froide. Il pourra souvent se plaindre de mains froides, de pieds froids, de problèmes d'éveil nocturne, ce genre de choses. Et ça, on peut vraiment le mesurer avec la température. Et souvent, moi, ces clients qui ne mangent pas vraiment de sucre, les premières valeurs que j'ai avec eux au niveau de la température axillaire, ils sont aux alentours de 35, 35,5. Donc ça veut dire que le corps est énormément plus froid sur l'extérieur que sur le centre. Et ça, c'est clairement un signe que le corps ne brûle pas assez d'énergie, ne carbure pas assez. Alors ça, c'est intéressant. On va revenir du coup dessus parce que cette température qui est réglée par la thyroïde, donc on va voir à quel point ça affecte la thyroïde. J'aimerais juste rebondir sur cette diète low carb, comme ça on pourra passer le chapitre. Donc les diètes low carb, ce que tu expliques en gros, c'est que les diètes low carb, c'est quand on arrive, cette diète fameuse, le keto diet, la diète cétogène, c'est on essaie de mettre son corps dans un état de cétose, d'accord? Donc l'état de cétose, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça rapidement? L'état de cétose, c'est en fait la cétose, c'est une filière énergétique qui intervient quand on n'a plus de sucre, exactement. Voilà. Elle met un petit peu de temps à intervenir, c'est-à-dire que c'est pas au bout d'un jour qu'on est en cétose, ça met quelques temps à se mettre en place. Et c'est une filière c'est vraiment, en fait, moi je l'ai appris comme ça en cours, en biochimie, c'est vraiment une filière de dernier recours. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est la survie. Vraiment, en gros. C'est vraiment, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est que le corps se met à produire des corps cétoniques. C'est ce qui découle de la cétose, les corps cétoniques. C'est des choses qui sont là pour nourrir le cerveau, qui sont là pour vraiment pour pas qu'il y ait quelque chose qui meure. Voilà. C'est vraiment la dernière chance. Voilà. En fait, c'est ça qui est fou. Pour la petite histoire, moi qui ai eu, à un moment, je me suis intéressé justement à la nutrition et je me suis formé pas mal dessus parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de mon système digestif. Et pendant un moment, la diète keto qui était recommandée, eh bien, ça marchait très bien. Alors, je jurais que par la diète keto, parce que moi aussi, je suis victime, comme tout le monde. Il y a un truc qui marche sur le court terme, donc tu dis que c'est forcément la solution sur le long terme. C'est sûr. Et au final, pas du tout. Et quand on comprend en fait que ces diètes-là sont des diètes qui, au final, mettent que ton corps dans un état d'alarme, de survie, parce qu'au final, ton corps, il ne sait pas ce que c'est qu'être sexy pour l'été. Si tu lui donnes pas, si tu lui donnes pas de quoi se nourrir, en tout cas sa matière première, ce qu'il préfère le plus, et qui est les glucides, eh bien ton corps va pas te laisser tomber et il va fabriquer ses corps cétoniques. Et c'est ce que tu expliquais là, d'où le principe de cette diète cétogène. Mais au final, tu mets que ton corps dans un état de stress. Complètement. Alors, en gros, l'argument des gens, c'est de dire oui, mais au final, les gras, on en a besoin, les protéines, on en a besoin. Mais les glucides, on n'en a pas besoin. On pourrait vivre sans glucides, ce qui est la vérité quelque part. C'est la vérité parce qu'en fait, c'est William Janssen qui dit ça. C'est un nutritionniste, un collègue. Et c'est tellement marquant comme phrase. C'est que les sucres, ils sont tellement essentiels que quand tu n'en manges pas, le corps, il les fabrique.
Exactement. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des glucides à partir du gras. Voilà. Donc le corps, il vient même chercher à en faire. Donc comment on peut dire que les glucides sont non essentiels alors que le corps cherche à en fabriquer voilà. par tout moyen. Exactement. Et du coup, cette diète a été créée par en fait, d'où ça vient? C'est ça l'idée, d'où ça vient? Cette diète, le keto, en fait, à la diète low carb, ça a été popularisé par un médecin qui s'appelait le docteur Atkins. Je ne sais pas si tu es familier avec cette histoire, tout à fait, bien sûr. mais à la base, c'est lui qui a popularisé cette diète. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette diète, à la base, a été utilisée pour les gens qui souffraient de syndrome d'épilepsie. Voilà, d'épilepsie. Et tout d'un coup, c'est devenu super populaire et voilà, ça a pris le dessus. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est très intéressant, toi qui es dans le monde de la musculation, moi aussi, coach fitness, la diète cétogène, la diète keto, c'est de loin la diète la plus appropriée si on vise la performance. D'accord? Ouais, complètement. Voilà. Parce que comme on l'a expliqué, les glucides, c'est la source primaire quand on utilise une filière énergétique qui requiert d'utiliser des glucides, cette source d'énergie rapide qui va nous permettre d'utiliser de l'énergie. Du coup, pour tous ceux qui font de la musculation, des sports de performance, du crossfit, etc., c'est essentiel d'avoir... C'est essentiel, voilà, exactement. Donc, en fait, ce qui gère notre corps, l'activité métabolique de notre corps, c'est la thyroïde. Ce qui gère la température, etc. La thyroïde, elle va également s'occuper de produire les hormones. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de puiser dans le cholestérol sanguin et de produire notre testostérone, etc. Et en fait, si on regarde la thyroïde qui produit deux hormones, mais qui produit une hormone, pardon, la T3 et la T4, la T4, la seule façon d'être active et d'être convertie en T3, c'est en présence de sucre. Donc si on se retrouve à ne pas manger de sucre, on va se retrouver avec une thyroïde qui est beaucoup moins active, qui est un petit peu au ralenti. Une thyroïde au ralenti, c'est moins de testostérone, c'est un corps moins chaud. Donc un corps moins chaud, c'est un corps qui est moins en thermogénèse, c'est un corps qui brûle moins de graisse, etc. Donc ça revient sur ce dont on parlait auparavant, du coup. Ouais, c'est marrant, tu vois, parce que moi j'ai déjà eu des gens avec qui j'ai travaillé, des athlètes ou des... Bon, j'ai encore des athlètes qui me disent des trucs comme ça, mais bon, c'est parce qu'ils sont conseillés par leur nutritionniste et d'autres coachs. Donc moi, j'ai rien, vu que je ne m'occupe pas de cette partie-là. Mais j'ai eu des gens, par exemple, qui faisaient du crossfit et qui mangeaient pas de sucre. Tu vois. Et je me suis dit, mais c'est le pire truc que tu puisses faire justement pour ton corps. Et ce que tu disais qui était intéressant en mentionnant ton collègue nutritionniste, c'est que ton corps, en fait, s'il est dans cet état de cétose, et que tu vas faire un effort qui lui demande d'avoir une source d'énergie rapide, et ben ton corps il va fabriquer des sucres à ce moment-là. Ouais. C'est à ce moment-là que ton corps en fait il fabrique des sucres. Ouais. Donc en gros, donne-lui des sucres. Donne-lui, c'est plus simple, tu lui facilites le travail. Voilà. Si tu lui donnes une source d'énergie qu'il ne doit pas produire, c'est tout ça qui est bénéfique pour le reste. Il va pouvoir s'atteler à des tâches qui sont plus importantes, plus essentielles. C'est hallucinant. Et tu as parlé avant l'impact du sucre aussi sur le système nerveux, sur nos performances, parce que les corps cétoniques sont fabriqués entre autres pour maintenir ton activité neurale, je sais pas comment cérébrale. Du coup, on sait que ça a été prouvé que le sucre, on a besoin d'une dose minimum journalière de sucre pour que notre système nerveux fonctionne de la meilleure manière. Et c'est quelque chose comme à peu près 120 grammes, quelque chose. Ça varie entre 120 et 130. Et ça, c'est uniquement pour le cerveau. Ouais. C'est vraiment si on se dit, bon, on veut juste nourrir le cerveau, que le cerveau fonctionne à 100%, c'est 120 grammes de glucides. Alors, glucides, ça peut être tout type de glucides. Hein. Voilà. On va pas chercher forcément à manger que du sucre en poudre. Voilà. Mais il faut des glucides, il faut en apporter. Et en fait, si on se rend compte qu'on a la capacité de mieux utiliser le sucre, tous les problèmes liés au sucre, tous ces problèmes soi-disant inflammatoires, etc., les tendinites parce qu'on consomme trop de sucre, c'est aussi on consomme trop de sucre en n'ayant pas la capacité de l'utiliser. Si notre corps sait l'utiliser, le sucre n'est plus inflammatoire, plus du tout inflammatoire. Tu vois, moi je suis le meilleur exemple pour ça, parce que je suis passé du manger zéro sucre parce que j'y croyais religieusement. Aujourd'hui, je on l'a tous fait, je crois. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Et les gens pensent que justement, moi j'étais le roi à ça aussi quand j'étais combattant. Et tous mes collègues combattants, et j'espère qu'ils vont écouter ça encore une fois, quand tu fais une côte, une sèche pour combattre justement,
eh ben, tu manges pas de sucre. Dans ta tête, il faut enlever, et c'est ce que la plupart des gens pensent en fait, il faut complètement enlever le sucre. Et au final, ça dépend pas de ça du tout. Au contraire, je dirais même. C'est clair. S'il y a un truc que tu aimerais garder si tu es combattant, c'est bien le sucre parce que tu dois continuer à t'entraîner et à performer. Donc, enlève peut-être quelque chose d'autre, tu vois, ou ajuste le tout. En fait, t'as pas besoin. Ce que je pense, je sais pas si tu me partages là-dessus, mais chaque macronutriment, chaque micronutriment dont le corps a besoin, le corps a besoin de tout ça en fait. Donc je pense que c'est une idée complètement stupide de se dire d'en supprimer un complètement. Donc, il y en a qui sont un peu trop mis en avant aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont rendus un peu trop essentiels par l'industrie. Après, ça, on peut être d'accord ou pas. Moi, j'ai plusieurs informations là-dessus qui sont assez intéressantes. C'est surtout au niveau des graisses polyinsaturées. Aujourd'hui, on va les mettre énormément en avant. On va demander de manger beaucoup d'oméga 3, beaucoup d'amandes, beaucoup de noix, beaucoup de choses comme ça qui contiennent des graisses polyinsaturées. En fait, on se rend compte finalement que ces graisses, la consommation de ces graisses, elle est apparue à un moment donné dans l'histoire où on a cessé en fait de fabriquer les peintures, toutes les peintures en bâtiment, les peintures avec en fait ce type d'huile. C'est-à-dire que les huiles végétales à la base étaient utilisées dans la fabrication des peintures. Et à un moment, on a trouvé en fait un composant chimique qui permet de supprimer ces huiles végétales dans la peinture, qui rendent la peinture beaucoup plus stable, beaucoup plus conservable. Et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, ça a été introduit petit à petit dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a on a souligné un petit peu plus, de plus en plus l'importance de ces huiles végétales, chose qu'on ne consommait pas avant. Aujourd'hui, on mange de l'huile de lin. Beaucoup de nutritionnistes recommandent de l'huile de lin, une cuillère à soupe, voilà. Alors qu'à l'époque, cette huile, on l'utilisait sur les meubles. C'était pour nourrir les meubles, pour entretenir. C'est qui le gars qui a Et aujourd'hui, on la consomme. Et c'est pas anodin comme petite histoire, parce que finalement, en fait, tous les problèmes d'obésité, tous les problèmes de diabète, ils continuent d'augmenter. Pour autant, là, en venant, j'ai cherché sur un graphique simplement sur Google de la consommation de sucre versus le diabète et l'obésité. On se rend compte, en Chine, la consommation de sucre, elle n'a quasiment pas changé. Elle est très stable depuis, disons, les années 1950, même avant. Pourtant, le diabète en Chine, il explose aujourd'hui. Il est vraiment en augmentation exponentielle. Aux États-Unis, à l'inverse, la consommation de sucre, à partir des années 2000, elle a commencé légèrement à descendre. Pourtant, le diabète continue d'augmenter aux États-Unis. L'obésité également. Donc c'est clairement pas le souci, c'est clairement le sucre n'est clairement pas le responsable de tout ça. Voilà. Et la courbe de diabète suit aussi la courbe d'obésité. Et ça correspond assez avec en fait l'augmentation de la consommation des graisses polyinsaturées. Et je dirais même qu'au final, la plupart des problèmes et de ces inflammations dont on parle, eh bien, au final, c'est dû à cette surconsommation énergétique. Et on sait que ce stockage de gras, ça va créer des inflammations dans notre corps. Et c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on s'attarde vraiment sur le 5% qui n'a aucune importance, au lieu de s'attarder sur le 95% qui est très simple à gérer au final. Et on complique les choses en s'attardant sur le truc qui n'a aucune importance. Voilà, il n'y a que Léo Stoussi et Kevin Ferrat qui disent ces trucs. Donc, bien entendu, on n'est pas assez mis en avant, mais j'espère que l'information va se partager. Ça va venir. Non, ça va venir petit à petit, mais c'est vrai que tu as l'air d'un extraterrestre quand tu présentes tout ça. Ah, bien sûr. Moi, 90% des gens que je récupère au niveau alimentaire, ils hallucinent. Ils me disent, mais c'est pas possible, je peux pas manger ça dans une diète et être en bonne santé et perdre du poids. Et en fait, les semaines passent et le poids descend, le tour de taille descend, la santé s'améliore. Et en fait, c'est juste que les messages aujourd'hui, les messages qu'on a de la santé, ils sont complètement biaisés. Il y a beaucoup trop d'intérêts financiers derrière, il y a beaucoup trop de lobby. Il y a tout ça qui fait que ce à quoi a accès la population en termes d'information n'est pas totalement juste. Non, effectivement. Et au final, c'est comme tu as dit, il y a tellement d'intérêts derrière. Et je dirais,
je pense que c'est même pas seulement ça, parce que la plupart des nutritionnistes ou des coachs comme nous, qui veulent, ou coachs en nutrition, qui veulent aider les gens, je pense qu'ils veulent aider les gens. C'est juste qu'ils ont appris un modèle qui est erroné. C'est pas de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. C'est que c'est comme ça dans les cours. Les cours de nutrition, ils sont comme ça. Il y a tout qui est comme ça depuis des années. Et puis c'est clair qu'après, c'est compliqué de remettre en doute une information qu'on a et puis qui a été acceptée par tout le consensus en fait. Quand une information elle est comme ça acceptée, si on vient la contredire, on est traité de fou au début. Exactement. Puis au final on se rend compte que petit à petit c'est de plus en plus accepté, cette remise en question, et puis qu'il y a de plus en plus de nutritionnistes qui sont en train de remettre tous les cursus en cause. Bon, il y a encore de la folie, justement. Un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est on a parlé de la consommation de fruits. Donc le fruit qui est composé de glucose et de fructose. Alors le fructose qui est super diabolisé de nos jours, aux États-Unis, je sais que c'est un gros truc. Je parle des États-Unis parce que c'est principalement là-bas d'où sortent toutes les études. Donc toute l'information qu'on a, c'est beaucoup basé sur leur population. Donc eux, tout ce qui est... ça a été diabolisé quelque part, le fructose, parce qu'ils utilisent énormément de produits industriels très riches en calories, comme les sirops d'érable et tous ces trucs, etc. Donc du coup, on a dit, la conclusion a été de dire, le fructose, c'est mauvais. Le fructose, c'est mauvais. Par conséquent, les fruits sont mauvais. C'est clair. Et c'est ça, en fait. Ouais. Aujourd'hui, tu entends des gens dire, j'entends des nutritionnistes, j'entends des médecins dire, les fruits, c'est mauvais. Ouais, limitez votre consommation de fruits. Ne mangez pas de fruits, ne mangez pas de fruits le soir. Pour moi, c'est hallucinant. C'est le truc le plus sain que tu puisses trouver. Après, tout a son lot de problèmes. Mais c'est quand même c'est quand même hallucinant de dire qu'un truc qui pousse comme ça dans la nature, qui est hyper riche en vitamines, hyper riche en minéraux, etc., qui est plein d'eau, en fait. Un fruit, c'est aussi plein d'eau. C'est quelque chose qui nous hydrate. Comment tu peux dire qu'un fruit est quelque chose de mauvais? Et en fait, l'erreur qui a été faite, c'est ce qui est toujours fait aujourd'hui d'ailleurs comme erreur, c'est que souvent des études sont faites sur des modèles de souris. Je crois que je l'avais déjà dit dans le dernier podcast. Un modèle de souris, il nous oriente en fait sur une réaction biochimique, c'est-à-dire qu'on peut observer quelque chose. Par exemple, on a donné énormément de fructose à manger à des souris. Elles ont pris du poids, elles sont devenues diabétiques, elles ont commencé à vraiment stocker du gras. Et en fait, on se dit, ben voilà, la souris, c'est un modèle qu'on utilise pour nos études. Ben, si les souris grossissent comme ça, ben, c'est que le fructose est mauvais. Et puis voilà, on regarde qu'une variable et on fait des conclusions. Et en fait, on s'est rendu compte que la souris, elle a une enzyme qui est, je sais plus, je crois que c'est 25 fois plus présente que la nôtre dans le corps, qui fait que le fructose est converti en gras. Nous, on peut manger 500 grammes de fructose par jour, on convertit maximum 1 gramme en graisse. C'est-à-dire qu'on peut même avoir un excès calorique de fruits, il n'y a que 1 gramme qui est converti en graisse depuis le fructose. Parce que notre corps n'a pas l'enzyme qui fait l'étape aussi efficacement que chez la souris. Intéressant. Non, effectivement, on ne peut pas comparer tout ça. J'entends souvent ça avec les gens qui ont un autre sujet pour un autre podcast, mais qui font les diètes justement vegan, etc. et qui me mentionnent les animaux. Et je dis, les gars, attendez, il y a plein de variables à prendre en considération. On ne peut pas se comparer à certains animaux qui ont 4 estomacs, qui digèrent, qui ont des enzymes qui vont digérer certains aliments, et que nous, on n'a tout simplement pas la capacité de le faire de la même façon. Donc c'est intéressant que tu mentionnes ça. Et c'est vrai que j'adore dire ça, mais la plupart des recherches scientifiques ou des conclusions scientifiques qu'on peut avoir peuvent être résumées par un peu de sens commun. J'ai jamais vu quelqu'un devenir obèse juste en mangeant des fruits. Jamais. Peut-être qu'il a mangé des fruits et des donuts. Alors, des fruits et des donuts. Et voilà. Mais juste des fruits, non. Et attention, il y en a qui vont dire les donuts, c'est pas bien. On n'a pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'en mange. Mais voilà, c'est ça en fait. Et c'est ça, au final, quand tu nous vois, par exemple, je sais que toi et moi, quand on va boire un truc, on prend un truc sucré, on prend une pâtisserie, on prend une pâtisserie. Et voilà, c'est pas ça le problème, c'est pas ça qui va créer des problèmes de santé, pas du tout. Du moment que tu as, en fait, il faut pas inverser le message, c'est-à-dire que je dis pas qu'il faut manger du sucre de table, etc. Par contre, si notre consommation, c'est-à-dire si nos micronutriments, comme on a parlé dès le début, c'est-à-dire nos vitamines, on obtient tout avec notre alimentation, on peut tout à fait rajouter
un excédent calorique de quelque chose. Ça va pas être, c'est pas ça qui va créer le problème. Si par contre, une personne qui ne mange pas du tout de fruits, pas du tout de légumes, qui a aucune vitamine, là, je veux dire clairement, mange plutôt une pomme plutôt que mettre un sucre dans ton café, à choix. Mais par contre, quelqu'un qui est bien nourri, qui a une bonne activité, il n'y a aucune raison qu'elle se prive de ce genre de choses. Exactement. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est du bon sens. Si voilà, c'est du bon sens. Si tu as 80% de ton alimentation qui t'apporte tous les micronutriments nécessaires et les macronutriments nécessaires, si tu veux avoir... moi, j'explique ça comme un budget. C'est un budget pour moi. C'est bien, ouais. Et si il te reste un peu dans ton budget, eh ben, tu l'utilises comme tu veux. Ouais. Okay. Donc soit tu le mets de côté, soit tu vas t'acheter une paire de chaussures parce que c'est pareil. Tu veux manger ton chocolat, tu veux manger ta pâtisserie, bien tu manges ta pâtisserie. Donc voilà, il faut pas... Mais tu dois te faire un budget. Tu dois avoir un budget. Voilà, exactement. Tu dois le faire quand même de façon réfléchie, intelligente. Exact. C'est pas compliqué à faire. C'est juste d'avoir une logique et d'être honnête avec soi-même. C'est surtout ça. Exactement. C'est ce que je dis. Tu dois connaître les règles du jeu. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec les clients avec qui on travaille de toujours leur expliquer les trucs. Je sais que toi tu procèdes pareil avec tes clients privés pour le jet, tu leur expliques parce que il y a qu'à travers cette compréhension qu'on peut appliquer les choses de la meilleure façon. Autrement, on devient très dogmatique et on commence à justement devoir aller dans les extrêmes. Et au final, on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes. Et puis, pour moi, une alimentation réussie, une diète, si je peux dire ça, appeler ça une diète, mais un rééquilibrage alimentaire réussi, c'est quand la personne, elle prend conscience et qu'elle comprend le fonctionnement derrière. Si on lui dit simplement de manger ça, en fait, le fait de ne pas avoir confiance, de ne pas comprendre le mécanisme derrière, fait que la personne sera réticente à l'appliquer, ne va pas en tirer bénéfice parce qu'elle va pas, elle va pas le faire de bon cœur. Elle va pas le faire en étant complètement sereine. Et surtout, c'est pas s'adapter. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Et donc, pour moi, c'est une partie vraiment cruciale d'avoir ce suivi où on transmet quelque chose, on transmet des connaissances. Voilà. On essaye. C'est pas qu'on donne bêtement toutes les règles du jeu, c'est qu'on les donne de façon intelligente et la personne, elle peut après avoir son autonomie et comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Super important, c'est un message, j'espère que tous les professionnels de la santé qui vont écouter ce podcast vont prendre note, parce que c'est ça, en fait, il faut connaître, et même d'un point de vue, justement, écart, on parlait de faire certains écarts, tu dois connaître les règles du jeu pour pouvoir les casser. Et ça, c'est super, super important. Du coup, Léo, on a abordé, on a démonté plein de mythes, là, ça me fait super plaisir. Est-ce qu'on a oublié quelque chose par rapport au sucre ? Comme ça, je vois pas, non. Je crois qu'on est, c'est déjà pas on mal, est plutôt pas mal. Ouais. On est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a des têtes qui vont se tourner, il y a des gens qui vont se faire virer. Donc voilà. Bon, si on n'a rien à ajouter, Léo, merci encore grand plaisir. d'être là. Je reviendrai s'il faut, avec plaisir. C'est sûr, il y a plein de trucs à aborder encore, plein de mythes à démonter. Donc, le K-Sui Show, vous pouvez compter sur Léo Stoussi et Kevin. On a plein de trucs à raconter. Yes, mon gars. On se parle très bientôt, en tout cas. À tout bientôt. Merci.